Alors maintenant, ça va être le tour d'Éric de passer alors sur un sujet qui est intéressant parce que il va balayer pratiquement toutes les révolutions de Corse à partir d'une idée d'une troisième rivière qui est une idée en fait, on a emprunté à un géographe ligure, Massimo Quaini, qu'on a bien connu tous. Et Massimo Quaini avait parlé la troisième rivière de Gênes, la Corse. Voilà, donc on va partir de la troisième rivière de Gênes pour aller jusqu'en 1769. Bien, écoutez, alors tout d'abord, merci pour cette présentation, Antoine-Marie. Alors pour ma part, effectivement, je voulais présenter quelques éléments de mes recherches actuelles qui questionnent comment cette île de Corse, que l'on dit être la troisième rivière de Gênes, a pu devenir une nation en quête d'indépendance. Toutefois, pour comprendre ce phénomène complexe, il nous faut revenir un peu en amont, 200 ans, rien que ça. En effet, si la République de Gênes confie la gestion de l'île au Magistrato di Corsica en 1562, son action est marquée par une succession de politiques qui expriment les divergences idéologiques qui traversent le ceto patricien génois. D'un côté, on va avoir l'idée que la Corse pourrait être éventuellement économiquement exploitée, et de l'autre, on a une autre idée, celle du non-innovar, et ne pas innover, ne rien toucher, ne rien changer, qui prend la forme d'une doctrine souvent associée au Machiavel génois, Andrea Spinola, qui désignait la Corse comme un impératif stratégique pour la libertas de la République. En somme, plus faible est l'île de Corse, plus facile elle sera à dominer. Ce non-innovar implique également un laisser-aller concernant la gestion de l'intérieur de l'île, en laissant aux notables ruraux tant la politique globale que l'exercice de la justice. En plus de cela, les factieuses élites rurales se surveillent entre elles et veillaient à ce qu'aucun parti ne prenne trop d'importance. On a de nombreux exemples, alors moi j'en cite un ici. On est en 1578 lorsque le noble Ottaviano de Biguglia demande, je cite, qu'aucun Corse ni dépendant d'un Corse ne puisse servir dans une chancellerie, donc dans une administration. Dans les années qui suivent, on a le même type de demande pour le delà des monts, pour le sud, avec Pasquale Pozzo di Borgo et Lazare et Costa. Et en fait, progressivement, on va avoir tout le territoire insulaire qui va se parsemer de telles interdictions. En fait, dans l'esprit des notables corses, mieux valait fermer l'accès aux carrières professionnelles et administratives à tous, plutôt que de prendre le risque de voir quelqu'un d'y opposé y accéder. En somme, si ce n'est pas moi, plutôt personne. Cependant, si les notabilités corses vont être à l'origine de cette politique, celle-ci va bientôt se retourner contre eux au milieu du XVIIe siècle, lorsque l'on assiste à un véritable changement de logiciel, quand les représentants corses demandent à réviser cette interdiction. Ce furent alors les Génois qui rappelèrent que l'accès à l'administration était fermé aux Corses, non pas par leur propre volonté, mais conformément au statut de la Corse directement. L'intégration des Corses dans le système génois était-elle donc véritablement impossible? Ça, c'est une question qu'il nous faut nous poser. En fait, si cette intégration était difficile, c'est clair, elle n'était pas impossible. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le jeu des notables de cette seconde moitié du XVIe siècle va assurément contribuer à freiner le métissage et l'hybridation des élites corses, dans le sens où les restrictions professionnelles associées aux Corses ont réduit cette hybridation avec les familles ligures et génoises, favorisant ainsi l'endogamie au sein des présides, voire une exogamie en direction des rivières et en direction des Génois. Rien n'est néanmoins impossible, parce que si on regarde le Liber Nobilitatis génois, on va trouver quelques familles corses, les Casalta de Bastia, les Banquero ou encore les
l'Onadisria du Sud, qui parviennent à placer une ou plusieurs de leurs filles auprès d'importants groupes familiaux génois installés sur l'île. Ces cas existent, ils ne sont pas communs, ils ne sont en rien systématique, mais ils existent tout de même. Il faut quand même remarquer que cette intégration est beaucoup plus facile pour les présidiens, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les présides littéraux, qui peuvent jouer des ambiguïtés de leur identité présidienne, comme les Sorbes d'Ajaccio qui vont donner 2 ambassadeurs génois à Versailles dans la première moitié du XVIIIe siècle, à une époque où Versailles est le centre de la diplomatie internationale. Ou encore Francesco Canari, ou Ariot Beignet, les 2 avocats, un Ajaccien et un Bastiais, qui acquièrent en cette fin de XVIIe siècle une renommée et une richesse notable qui leur permettent de s'installer entre la Corse et Gênes. La fin du XVIIe siècle est donc marquée par l'émergence de prétentions et d'ambitions tant professionnelles que politiques, ainsi que de nouveaux types d'élites voulant s'investir dans la gouvernementalité de l'île. En fait, au XVIIe siècle, on a l'émergence de toute une nouvelle culture politique et même d'une véritable culture juridique. On note aussi à cette période la naissance d'une nouvelle conscience politique patriotique qui ne pense alors nullement à une quelconque sécession, mais seulement à un patriotisme loyaliste. Toutefois, dans sa politique en dents de scie, la République de Gênes avait néanmoins marqué une inflexion de sa doctrine spinolienne en modérant ce non innovar et par une grande politique de mise en valeur des terres, de mise en valeur agricole, la coltivazione universale del Regno di Corsica, initiée à partir de février 1638. L'idée centrale était que la sauvagerie et la barbarie bien connue des Corses n'était pas en fait un fait de nature, mais plutôt la conséquence de l'absence de politique publique, avec un développement adapté. Les Corses ne pourraient-ils pas devenir des Ligures ou des Génois comme les autres ? C'est là une idée bien présente dans l'esprit de certains réformistes et illuministes génois des XVIIe et XVIIIe siècles. Salvatore Rota avait en son temps bien saisi la mutation du paradigme politique patricien génois. Au crépuscule de la paix génoise, la problématique dominante est donc celle du rôle des élites corses. En Corse, certes, mais aussi plus globalement dans le domaine et dans l'espace républicain. À cette préoccupation des couches les plus supérieures de la société s'en est ajoutée une autre au début du XVIIIe siècle, à savoir une succession de mauvaises récoltes qui ont perturbé l'équilibre déjà précaire des populations. Et c'est finalement un incident mineur dans la récolte fiscale qui met le feu aux poudres en décembre 1729. Cet épisode conduit à un embrasement que la République ne parvient pas à maîtriser. Pendant cette année, en 1730, les grands notables du Nord se questionnent sur la posture à adopter. Que faire ? Que faire, d'autant plus que les Génois leur sont dépendants pour restaurer l'ordre. Ne pourrait-il ainsi pas profiter de cette situation pour s'imposer comme les nécessaires intermédiaires des autorités ? C'est là le jeu de 2 hommes, de beaux-frères, Andrea Cecaldi et Luigi Giafferi, qui prennent la main sur cette révolte populaire pour lui donner une dimension singulière. Pour eux, il faut se révolter, oui, mais pas trop. Il faut mettre une pression sur la République, mais d'une façon suffisamment retenue pour pouvoir plus tard rentrer dans le rang. Le programme politique du duo est clair. À cela s'ajoute une opération de promotion d'un discours patriotique qui connaît une mutation. S'il est toujours une obéissance, elle est désormais auprès de cette figure personnifiée d'une femme incarnant la mère nation. Mais dans cette grande famille que sont les populations, les notables font figure de grands frères à qui tous les autres doivent l'obéissance. Ce patriotisme est un instrument politique qui permet d'encadrer et d'orienter la colère des populations vers une république rendue exclusive, responsable de la situation.
Enfin, il faut dire que ce discours patriotique va progressivement prendre de l'ampleur et même prendre une espèce d'autonomie à force d'être diffusé. Les populations vont être de plus en plus sensibles et réceptives à ce patriotisme et elles vont se radicaliser. Il s'agit désormais d'un patriotisme dont l'expression ne pouvait être qu'un anti-génovisme. Et en fait, d'une certaine manière, ce patriotisme radicalisateur va se retourner contre les notables quand ces derniers voudront opérer un retour dans le giron républicain. Pour ces notables des années 1730-31, il n'y avait cependant qu'une perspective unique. Pour que la République puisse restaurer l'ordre, elle devra céder à un moment ou à un autre. Tant qu'elle s'obstinait dans ce refus, la pression et la violence seraient accentuées. Le problème, c'est que cette stratégie, aussi habile soit-elle, procédait d'une erreur de jugement, parce qu'il existait une autre option que les notables n'avaient pas calculée, c'était faire appel à un autre prince pour restaurer l'ordre. Et c'est ce que fait la République de Gênes en 1732, quand débarquent les républicains pour imposer un retour à l'ordre. Dès 1733, la révolte repart. Et en fait, toute la décennie 1730 s'inscrit dans la difficile mise en place d'un rapport de force. En 1735, les notables déclarent même une indépendance, mais celle-ci doit être lue comme une déclaration de façade. Idem en 1736, quand les notables élisent comme roi un certain Théodore de Nehoff qui, à bien des égards, fait figure de podestat modernisé. L'enjeu est avant tout de matérialiser et d'incarner l'union de cette société fort factieuse. Il faut faire croire en l'union malgré les factions, malgré les divisions. En 1737, la République fait de nouveau appel à une autre puissance pour restaurer l'ordre, mais cette fois-ci à la France. Et 2 ans plus tard, la première génération de révolutionnaires parvient à quitter la Corse en profitant d'un accord proposé par les Napolitains. Ainsi, Ceccaldi, Giafferi, ainsi qu'un autre personnage, Giacinto Paoli, quittent l'île pour rejoindre Naples, où ils entrent dans un régiment corse au service de ce roi. Cette armée de complaisance, il faut la désigner comme ça, n'avait pas pour vocation de faire la guerre, mais seulement de dévitaliser la révolte. Le roi de France ouvre lui aussi en 1939 un régiment de Corse à son service. Toutefois, ces 2 mesures ne vont pas avoir l'effet escompté puisqu'elles ne vont pas dévitaliser la révolte, mais elles vont conduire au remplacement de cette première génération de rebelles par une nouvelle de rebelles qui, durant la décennie 40, va jouer le jeu opposé à la République de Gênes, à savoir le jeu des Savoyards et de l'Angleterre. L'idée dominante dans cette séquence est donc que comme la République se refuse à la négociation, il va falloir, à un moment ou à un autre, détacher le royaume de Corse pour le lier à un autre prince. La guerre de succession d'Autriche entre 40 et 48 ne va faire que renforcer les oppositions et les divisions entre révolutionnaires devenus partisans d'un belligérant ou de l'autre. Toutefois, que ce soit un choix ou l'autre, ces 2 choix sont risqués et dangereux. Durant la décennie suivante, la décennie 50, la nation va se retrouver dans une configuration tout à fait semblable. En 1756, lorsque commence la Première Guerre mondiale, cette guerre de 7 ans qui voit l'opposition mondiale entre les Français et les Anglais, les révolutionnaires ne savent pas sur quel camp miser. Et les 2 camps comptent de solides partisans. Si les Français ont su fidéliser depuis 1739 certaines grandes familles via l'armée que j'évoquais un peu plus tôt, les Anglais se révèlent être une éternelle promesse mêlée d'aides discrètes et jamais officielles. Mais ce qui a changé durant cette seconde moitié de la décennie 1750, c'est que notre 2e génération de révolutionnaires a désormais cédé place à une 3e, généralement née dans la décennie 1720 et qui n'a donc jamais connu la Corse génoise, mais seulement la guerre, seulement les révolutions. Il y a, au-delà du conflit générationnel,
de conception de la vie politique due à des expériences politiques différentes. En fait, si cette génération va politiquement innover, c'est aussi et peut-être surtout parce qu'elle n'a jamais connu cette tradition politique. À cette période, un certain Pascal Paoli, fils du Giacinto précité, avait, par le fait d'une complexe conjoncture interne aux dynamiques rebelles, pu rentrer sur l'île en avril 55, et plus encore puisqu'il s'était fait élire général de la nation en juillet suivant. Ce Paoli avait montré très tôt ses ambitions de constituer un État veillant au bien commun et toujours en novembre de cette même année, il avait donné une constitution qui fixait au cœur de l'activité gouvernementale la recherche de la félicité publique, la felicita. Et d'une façon globale, il avait établi un modèle républicain à l'équilibre entre ceux nés à la Renaissance et les modèles modernes naissants. Avec son État, l'enjeu à court terme de Pascal Paoli est évident. Il faut rendre la justice, gérer les affaires courantes et il faut conserver l'illusion d'une unité nationale, peu importe les grandes, nombreuses et profondes divisions internes. À moyen et long terme, sa stratégie est moins évidente pour les contemporains. Nous avons, nous, aujourd'hui, une lisibilité sur les événements que n'avaient pas les Corses et les contemporains du temps. Et ça, c'est quelque chose que de nombreux chercheurs peuvent oublier. Toutefois, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est qu'il y a chez Pascal Paoli un nouveau logiciel politique et international, une nouvelle manière de penser la nation en Méditerranée. C'est pourquoi Paoli va jouer la carte de la neutralité durant la guerre de 7 ans, ne pas tomber dans l'erreur de choisir un camp plutôt qu'un autre. C'est un choix, il faut le dire, pragmatique, logique, machiavélique, mais c'est surtout un choix stratégique, parce que si je ne choisis aucun camp, je suis sûr de ne pas perdre, je ne mise nulle part. Et en fait, Paoli va s'appliquer dans ce fin jeu diplomatique visant à conserver la neutralité de la nation dans la tempête de la guerre de 7 ans. C'est pourquoi il laisse en même temps certains de ses partisans promouvoir un discours pro-anglais et dans le même temps d'autres promouvoir un discours pro-français. C'est le cas de Don Gregorio Salvini, un riche propriétaire balanin qui publie en 1758 un ouvrage, La Giustificazione della Rivoluzione di Corsica, qui se révèle être un véritable plaidoyer pour une Corse française, en invitant le roi de France à intervenir sur l'île en souvenir de cette vieille parenthèse française de la Corse, française interrompue par le traité de Cateau-Cambrésis en 1559. De l'autre côté, Paoli envoie à Turin et à Naples son fidèle ami, Gianquilico Casabianca, pour rencontrer les envoyés anglais avant 58. Dans ces mêmes années, on a un autre paoliste, Colonne à Anfriani de Montémajor, et qui est envoyé à Londres pour rencontrer le secrétaire d'État Fox. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce petit manège va fonctionner et il va permettre à la nation de ne pas avoir à choisir de camp. Reste un problème, et non des moindres, celui de l'équilibre entre les volontés des différents révolutionnaires. Pourquoi fait-on la révolution ? Pourquoi et pour quelles raisons y sommes-nous entrés ? Ou plutôt, pour quelles raisons la génération précédente est entrée dans une série de révolutions ? Le moment paolien des crises révolutionnaires corses se révèle ainsi être l'expression de volontés diverses parmi les révolutionnaires. Et cette problématique éclate durant la première moitié de l'année 1761, lorsque le nouveau doge, un doge illuministe de la République de Gênes, Agostino Lomellini, accepte et cède de négocier avec les rebelles, en allant jusqu'à concéder la possibilité aux grandes familles corses d'accéder à la noblesse et à la citoyenneté génoise. Lorsque les émissaires de Lomellini arrivent confiants sur l'île, ils ne sont même pas reçus, alors même qu'une grande partie de la notabilité révolutionnaire leur est favorable. Et en effet, la révolution ne pourrait pas-elle trouver ici une bonne fin ? En mai 1761, une assemblée rebelle en Casinque se déchire entre les nombreux et puissants partisans de la conciliation
avec les paolistes, philo-indépendantistes. La situation est telle que Pascal Paoli doit peser de tout son poids pour que la posture de l'intransigeance remporte l'Assemblée. Si Paoli gagne et fixe officiellement le rapport de force, il se met à dos une bonne partie des notables qui le soutenaient jusqu'alors. Mais en 1761, son parti étatique est devenu puissant. Il peut remporter tout seul le rapport de force. Paoli peut décider tout seul de la vie politique. Le paysage politique de la Corse a désormais changé. Le jeune homme est devenu un chef d'État capable d'assurer et d'assumer politiquement sa décision. Dès lors, autour de Pascal Paoli, vont s'exprimer les idées du temps. Un État moderne mu par une force publique. Alors on peut expliquer doublement cette idée. D'abord par les idées du temps, celle de Ludovico Antonio Muratori ou encore celle d'un Antonio Genovesi. Mais aussi, il ne faut jamais l'oublier, par l'expérience pratique et concrète du terrain. La volonté de constituer un État implanté et administrant sérieusement le territoire ne pourrait-elle pas être interprétée et perçue comme la conséquence directe de cette expérience collective d'une république d'Eugène qui n'a jamais accompli cette mission sur l'île? Homme des Lumières, modéré et catholique, Paoli s'engage dans la construction étatique moderne que l'on connaît bien. Si rien n'est assurément parfait dans cette République corse où l'égalité ne doit pas être un vain mot, ce démocratisme doit avant tout être interprété comme un outil contre les grands notables qui ont structuré pendant des siècles le jeu politique. La République corse s'oppose aux notables régionaux accusés de ne n'être guère intéressés par le bien commun, mais seulement par leurs propres intérêts. L'idéologie de l'union ne prend un sens et ne prend une signification que face aux notables, que face à ce puissant factionnalisme. Au fond, le grand ennemi de la construction de l'État corse, ce n'est pas tant la République d'Eugène qui n'a jamais véritablement été capable de mener une guerre contre lui, mais plutôt d'autres Corses, des loyalistes à la République ou encore des anciens révolutionnaires comme les Mâtres, qui ont préféré retourner dans le giron républicain pour s'opposer au projet paolien. Paoli, homme pétri de culture antique, voyait bien dans cette séquence ce qu'elle était. Un moment semblable à tant d'épisodes où les antiques Romains se divisaient et entraient en guerre civile. Dans cette configuration, seul le bien commun peut nous sauver. Ainsi, le moment paolien se révèle aussi être l'expression de patriotisme contradictoire. D'un côté, c'est patriotisme issu du fil de l'Ancien Régime, dans lequel la nation n'a de sens qu'au service d'un prince, et un autre où le patriotisme devient national. Un certain Leonardo Grimaldi, un franciscain que je désigne comme étant le principal idéologue du moment paolien, un personnage que l'on connaît de plus en plus, fonde et fabrique de toutes pièces un patriotisme corse qui ne pourra désormais plus être qu'un paolisme et au-delà un indépendantisme. Le moment paolien est aussi cette crise originale et originelle des sentiments patriotiques corses. Pour l'heure, les Corses sont désormais unis autour d'une nation qui a pris un sens politique. La troisième rivière n'est même plus un souvenir. Cependant, au même moment où la nation décide de son indépendance en 1761, c'est un autre événement qui va décider indirectement du destin de la nation corse. Le duc de Choiseul, ministre français, comprend cette année qu'il a perdu l'Amérique. Et c'est ainsi que la France va progressivement se réinventer une politique méditerranéenne dont la Corse sera la première étape. Après la signature du traité de Paris en 1763, qui règle la fin de cette première guerre mondiale, la guerre de 7 ans, Gênes et la France signent un autre traité, Compiègne II, qui prévoit l'occupation des présides littoraux. Mais c'est là en fait un jeu de dupes qui ne se révèle qu'en 1768, lorsque sera signé le traité de Versailles, stipulant le transfert de la souveraineté génoise en direction de la France. Dès lors,
suit la guerre et puis la conquête de l'île en 69. Et c'est paradoxalement en ces années-là que l'écho de Pascal Paoli se fera le plus fort sur l'espace public. Il bénéficie d'abord du succès littéraire de James Boswell, ce fameux touriste écossais venu sur l'île sur recommandation de Jean-Jacques Rousseau. Son ouvrage, L'Account of Corsica, connaît un succès immense et qui fait des Corses un peuple proche des Antiques, engagé dans un combat effréné pour leur liberté. Et c'est à cette période et dans les mois qui suivent la conquête que Paoli fait l'objet de nombreux portraits gravés, dont les styles propres à chaque pays témoignent de la façon dont chacun d'entre eux a pu s'approprier le combat des Corses au sein de leur société. Au demeurant, il y a une question que l'historiographie corse ne s'est jamais véritablement posée, c'est celle de savoir, au fond, qu'a signifié soutenir les Corses. En fait, très souvent, le cas des Corses a été réduit dans les gazettes à une figure littéraire assez abstraite. La Corse a été, d'une certaine manière, un prétexte pour parler des sociétés de leurs auteurs et non du cas véritable des Corses. C'est ce que l'on va retrouver, par exemple, chez le célèbre réformiste lombard Alberto Fortis, qui posait la question suivante: pourquoi le gouvernement de Pascal Paoli est aussi excellent? Alors, il posait la question comme ça, de but en blanc. Et Fortis répondait littéralement que c'était parce que le gouvernement de Paoli était quasiment copié entièrement sur celui de l'Angleterre. Toutefois, c'est pas vrai. Il faut le dire clairement, et c'est complètement faux. Mais ce que Fortis nous dit, c'est quelque chose d'assez intéressant. Dans cette Europe du XVIIIe siècle, où le vent de la liberté vient du Nord, les modèles politiques italiens font figure de vieillerie. Dans ce sens et dans cette signification, la Corse ne pourrait-elle pas devenir la première étape dans une conversion globale de l'Italie aux idées nouvelles? En somme, soutenir la Corse contre cette vieille république de Gênes, n'était-ce pas soutenir l'idéal d'une réforme globale ou, selon l'expression de Franco Venturi, celle d'un Settecento riformatore? Je vous remercie.